n'appartient à personne, ni à un milliardaire quel qu'il soit, ni à une puissance étrangère, ni à un parti politique. TVL, c'est l'indépendance au service de votre information. Cette liberté, c'est aussi ce qui met une cible sur notre dos. Parce que nous ne sommes pas corruptibles. Pas de chantage à la subvention, pas de copinage, pas de pantouflage. Le système n'a pas de prise pour nous faire rentrer dans le rang. Alors il veut nous ostraciser et puis nous ruiner pour que seuls survivent les médias labellisés. Ils nous ont déjà frappés partout, sur les réseaux sociaux, sur nos comptes bancaires, sur notre chaîne YouTube. Et ils continuent. Et ils continueront. Ils ont un agenda. Ils veulent nous mettre à terre avant les prochaines grandes échéances. Mais avec votre soutien, je le sais, nous tiendrons grâce à votre don. Nous continuerons de les gêner et nous grandirons encore ensemble. Le compte à rebours a commencé. Alors je compte sur vous dès maintenant. Madame, monsieur, bonsoir. Je suis très heureuse de vous retrouver pour commencer cette dernière semaine de l'année en votre compagnie. Au programme de cette édition, nous revenons sur la rencontre entre Donald Trump et Volodymyr Zelensky. Des discussions qui n'ont pas davantage abouti que les précédentes, au point de faire douter d'un retour de la paix dans les mois à venir. Nous poursuivons ensuite notre tour d'horizon du bilan de l'année 2025 avec la Hongrie de Viktor Orban qui a encore une fois tenu le bras de fer avec Bruxelles, mais en bénéficiant cette fois d'un certain appui de Washington. Et puis enfin la saga budgétaire qui se poursuit en France avec le Premier ministre, lequel continue ses négociations avec ses partenaires et rivaux pour tenter d'avoir enfin un budget pour le pays en 2026. Une nouvelle rencontre bilatérale pour rien. Dimanche, Donald Trump et Volodymyr Zelensky se sont retrouvés à Palm Beach, aux États-Unis, pour évoquer une fois de plus les négociations de paix. Au-delà des déclarations, les perspectives sont toujours bien fragiles. Le point tout de suite. De nombreux progrès, de grandes avancées, une très bonne rencontre. Les satisfecit n'ont une nouvelle fois pas manqué après la rencontre entre Donald Trump et Volodymyr Zelensky à Mar-a-Lago, en Floride. Pourtant, derrière les déclarations ravies, la paix semble encore bien loin et incertaine. Si tout se passait très bien, peut-être quelques semaines. Si cela se passait mal, plus longtemps. Et si cela se passait très mal, cela n'arrivera pas. Ce serait dommage. Cette possibilité existe aussi. Il est possible que cela n'aboutisse pas, mais d'ici quelques semaines, nous saurons, je pense, dans un sens ou dans l'autre. Même si cela peut aussi mal tourner, un élément auquel on ne pense pas peut devenir majeur et faire échouer l'ensemble. En résumé, rien n'est fait. Et la rencontre de dimanche, pas davantage que les précédentes, n'a permis d'assurer la sortie de crise. Volodymyr Zelensky, qui a désormais compris qu'il fallait porter un semblant de costume pour rencontrer le président américain, a déroulé des remerciements à son hôte et les éléments de langage habituels. Nous avons discuté de tous les aspects du cadre de paix et nous avons réalisé de grandes avancées avec un plan de paix en 20 points. 90% sont approuvés. Nous avons également eu un appel conjoint et productif avec des dirigeants européens, comme l'a déjà dit le président Trump, ainsi qu'avec de nombreux responsables, notamment de l'OTAN et de l'Union européenne. Nous sommes convenus que nos équipes se réuniront dans les prochaines semaines pour finaliser les points évoqués. Nous sommes également convenus avec le président Trump qu'il nous recevra, peut-être à Washington, avec des dirigeants européens et une délégation ukrainienne en janvier. L'Ukraine et les Ukrainiens sont sans doute prêts pour la paix, mais sa caste politique, pas sûre. Après de nombreux membres de l'entourage de Zelensky frappés par une affaire de corruption d'État, après les révélations concernant le demi-million d'armes données à l'Ukraine par les Occidentaux qui ont disparu, eh bien c'est un nouveau scandale de corruption qui frappe à présent le Parlement ukrainien. Le Bureau national anticorruption a déclaré avoir mis à jour un groupe criminel organisé avec des élus. Des députés auraient ainsi accepté des pots de vin en échange de leur vote au Parlement. On remarque, à toute fin utile, que ces révélations sont aussi sorties au moment de la rencontre Trump-Zelensky. À croire que chaque scandale sert de coup de pression sur le président Zelensky, qui rechigne un peu trop à faire la paix et évite ainsi une douloureuse chute du pouvoir. Dans ce cadre, la perpétuation du conflit porte son lot d'avantages pour les dirigeants actuels du pays, lesquels ne sont pas mobilisés sur le front. Un front
où la supériorité russe s'impose de plus en plus. Ces derniers jours, Moscou a annoncé que la ville d'Ouliapol, au sud-est de l'oblast de Zaporijjia, avait été conquise. Kiev a même rejeté ces allégations. Samedi, Vladimir Poutine se réjouissait toutefois des nouvelles perspectives d'échange entre le président américain et Volodymyr Zelensky. Nous voyons maintenant que des personnes avisées sont également apparues en Occident qui recommandent aux autorités de Kiev d'accepter des conditions décentes pour mettre fin au conflit et qui fournissent de bonnes conditions de base pour assurer la sécurité de l'Ukraine sur le long terme dans une perspective historique. Mais nous constatons qu'encore aujourd'hui, malheureusement, les dirigeants du régime de Kiev ne sont pas pressés de résoudre ce conflit par des moyens pacifiques. Si les autorités à Kiev ne veulent pas régler cette affaire pacifiquement, nous résoudrons tous les problèmes qui s'opposent à nous par la voie militaire. Une position invariable qui s'appuie sur la triste réalité du terrain. Une réalité que Donald Trump avait évoquée lors de son rendez-vous houleux avec Zelensky il y a des mois, mais qui depuis semble un peu être mise en sourdine. Pourtant, aucune négociation de paix ne pourra faire l'impasse sur la situation militaire, de la même façon que les discussions sérieuses ne pourront pas se jouer en l'absence d'un des belligérants. Pour le bilan du jour, cap sur le poil à gratter des euromondialistes, la Hongrie de Viktor Orban. Le Premier ministre a su tirer avantage de ses relations privilégiées avec Donald Trump pour offrir quelques marges de manœuvre à son pays. Il espère même se faire réélire l'an prochain pour un 5e mandat consécutif. Explication de Nicolas de Lamberterie. Viktor Orban avait promis aux Hongrois une année 2025 fantastique. Au final, le bilan semble un peu plus contrasté, avec des réussites diplomatiques, il est vrai, hors du commun, mais un bilan plus mitigé dans les affaires intérieures. Le loupé politique de l'année est assurément celui de l'interdiction complètement ratée de la Gay Pride. En effet, en mars 2025, le Parlement hongrois a voté une loi qui, dans les faits, devait empêcher la possibilité légale de la tenue d'un tel événement. Et en juin, la police a en effet interdit l'organisation de la Pride, mais n'a au final rien entrepris pour empêcher sa tenue effective et sanctionner ses organisateurs. Et l'interdiction a presque eu l'effet inverse, puisque l'événement n'avait jamais rassemblé autant de monde. Notons également la présence de nombreux officiels européens dans le cortège budapestois cette année, ce qui d'ailleurs n'a pas forcément été profitable à l'opposition hongroise, étant donné que ces ingérences symboliques et visibles ont plutôt pour habitude d'agacer les Hongrois conservateurs et de les souder derrière leur Premier ministre. Difficile donc de décrypter ce qui semble être un loupé, chose assez rare dans la machinerie de communication habituellement fort bien huilée du Fidesz de Viktor Orban. Sur le plan de la politique économique, le Premier ministre hongrois est parvenu jusqu'à présent à maintenir un coût de l'énergie particulièrement faible pour les particuliers, même si en revanche il est élevé pour les entreprises. Le gouvernement hongrois affirme régulièrement que Bruxelles fait pression sur la Hongrie pour que le prix de l'énergie des particuliers soit revu à la hausse. Les pressions de Bruxelles restent par ailleurs élevées et les sanctions économiques de Bruxelles, par le biais du gel des fonds européens, finissent malgré tout par avoir un certain impact sur les marges de manœuvre de l'État. Malgré tout, les bonnes relations avec Trump ont probablement contribué à renforcer quelque peu la monnaie nationale hongroise, le forint, qui avait connu une glissade assez importante face à l'euro ces dernières années. Une grande mesure a par ailleurs pu être mise en place en Hongrie avec l'octroi de prêts immobiliers à taux d'intérêt limité afin de permettre aux jeunes foyers d'effectuer leur premier achat immobilier. Cela s'ajoute à la grande panoplie de mesures ayant pour but d'aider la natalité, même si cette dernière reste très insuffisante et ne s'est toujours pas remise du crash quasi planétaire de 2020. Sur le plan international, la Hongrie continue de mettre son va-tout sur son approche multipolaire, très éloigné, au moins en parole, du carcan bruxellois. Orban, qui a été le premier à soutenir publiquement Donald Trump à l'été 2016, a obtenu du président américain une exemption sur les sanctions américaines prises contre les entreprises énergétiques russes, ce qui permettra à la Hongrie de continuer d'importer de l'énergie russe, les autres options étant de toute façon économiquement intenables.
Par ailleurs, le Premier ministre hongrois a gardé des relations cordiales avec le président russe Vladimir Poutine et pourrait même se poser en intermédiaire des dernières sanctions américaines contre la Russie, en faisant racheter par le géant énergétique hongrois MOL les raffineries russes sous sanctions. Orbán entretient également d'excellents rapports avec la Turquie et les nations turciques, ce qui contribue également à lui donner des marges de manœuvre. En clair, plus que jamais, Orbán compense ses mauvaises relations avec Bruxelles par une diplomatie à succès dans le reste du monde. Et il espère toujours que le sommet de paix Russie-Ukraine pourra se tenir à Budapest d'ici le mois de mars, ce qui lui donnerait un coup de pouce en vue de sa réélection. Plus que jamais, les sondages en vue des élections législatives du printemps 2026 sont totalement contradictoires et rendent la situation très incertaine. En effet, les instituts de sondage réputés proches du pouvoir donnent en moyenne une dizaine de points d'avance au Fidesz, le parti de Viktor Orbán, tandis que les instituts de sondage réputés proches de l'opposition donnent des chiffres exactement inversés, avec une dizaine de points d'avance pour le parti TISA. Ce parti très récent, emmené par Péter Magyar, un ex-petit apparatchik du Fidesz et ex-mari de l'ancienne ministre de la Justice Judit Varga, espère séduire un électorat de centre-droit, en plus des électeurs de gauche qui devraient se rabattre sur lui par dépit, en considérant qu'il a les meilleures chances de vaincre Viktor Orbán. Malgré tout, les troupes du Fidesz semblent pour l'instant rester confiantes, car ce n'est pas la première fois que le Fidesz est donné en ballottage défavorable à quelques mois du scrutin et parviennent à l'emporter lorsque leur machine de campagne se met en route. Une chose semble certaine, qu'elle soit favorable ou défavorable à Viktor Orbán, les élections hongroises de 2026 ne laisseront personne indifférent, tant elles peuvent avoir une incidence qui dépasse largement le cadre de la modeste Hongrie. En France, les négociations budgétaires se poursuivent avec le gouvernement qui tente de trouver un compromis avec les formations politiques pour enfin doter le pays d'un budget pour 2026. Olivier Frère-Jacques. Nous avons suivi une ligne simple et constante, repousser le désordre. Car il n'y a pas de progrès social dans le désordre, qu'il n'y a pas de croissance économique dans le désordre. Éviter le chaos et se placer en agent de la raison, c'est la ligne tenue par le Premier ministre Sébastien Lecornu pour faire passer son budget 2026. Celui-ci demeure suspendu à des négociations complexes alors que l'année 2025 s'achève sur une solution provisoire. Face à l'échec des discussions parlementaires en décembre, le gouvernement a fait adopter le 23 décembre une loi spéciale permettant de reconduire temporairement le budget de 2025. Ce dispositif autorise l'État à lever les impôts existants, à payer les fonctionnaires et à emprunter, évitant ainsi un blocage total des finances publiques. Promulguée samedi, cette loi agit comme une rustine, mais son coût potentiel suscite des débats. Initialement estimé à 11 milliards d'euros par Bercy en octobre, ce chiffre est aujourd'hui nuancé. La précédente loi spéciale de 2024 aurait coûté 12 milliards sans délai précis. Selon l'Observatoire français des conjonctures économiques, une application prolongée pourrait entraîner une perte de 6,5 milliards de recettes fiscales avec un déficit public oscillant entre 5,4 et 6% du PIB. Les travaux sur le projet de loi de finances pour 2026 ont été marqués par un échec retentissant lors de la commission mixte paritaire du 19 décembre qui s'est soldée en moins d'une demi-heure sans accord. Le Sénat, dominé par la droite, avait adopté une version prévoyant un déficit de 5,3% du PIB contre l'objectif gouvernemental de 5%, soit un écart de 9 milliards d'euros à combler. Ce fossé cristallise les divergences. D'un côté, des propositions de hausse fiscale comme la prorogation et le renforcement de la surtaxe sur l'impôt sur les sociétés, supprimée par le Sénat. De l'autre, des coupes dans les dépenses avec un possible rabot uniforme de 1,8 à 2% sur les budgets de l'État hors défense. C'est dans ce contexte que le Premier ministre a relancé le 21 décembre un cycle de concertation bilatérale avec les groupes politiques visant 5 thèmes prioritaires, agriculture, collectivités locales, logement, outre-mer et jeunesse. À l'issue de ces échanges, il s'est dit persuadé qu'un budget pourrait être adopté en janvier. Les discussions devraient reprendre début janvier justement avec une nouvelle lecture en commission des finances à l'Assemblée prévue les 8 ou 9 janvier avant un débat en hémicycle à partir du 13. Le gouvernement espère partir de la version sénatoriale, mais les amendements pourraient aggraver les tensions. Les points de blocage persistent en effet. La gauche, notamment les socialistes menés par Boris Vallaud, réclament des hausses d'impôts pour les plus aisés, tandis que la droite et Bruno Retailleau exhortent à moins de fiscalité et de dépenses, menaçant d'opposer un veto.
Tout le suspense de cette séquence politique repose sur le recours ou non à l'article 49.3 de la Constitution permettant d'adopter le texte sans vote. Sébastien Lecornu s'était pour l'heure engagé à ne pas l'utiliser. Un accord potentiel, évoqué par certains parlementaires, pourrait inclure le bloc central et une abstention socialiste. Restera à voir ce que feront le Rassemblement national et surtout LFI. Cette incertitude pèse sur l'économie et place idéalement le chef du gouvernement comme personnalité raisonnable de cette vilaine pièce de théâtre budgétaire. La loi spéciale suspend des mesures d'économie comme la taxe sur les petits colis hors UE ou la réforme des abattements pour retraités et bloque des investissements dont les crédits pour l'armée, MaPrimeRénov', les aides aux viticulteurs, générant potentiellement 1 milliard d'euros de pertes mensuelles en décalage. Elle freine aussi les nouvelles recettes et l'instabilité politique pourrait amputer la croissance de 0,2 points de PIB selon Bercy, alimentant les craintes des agences de notation face à une dette publique record de 3 500 milliards d'euros. Emmanuel Macron, spectateur du chaos, presse pour un budget au plus vite en janvier. Mais à 3 mois des municipales et à 1 an de la présidentielle, les enjeux électoraux guident les partis en présence. Les économies attendront. Et on poursuit avec l'actualité en bref en France. La beauté, la liberté et l'irrévérence française en deuil. Dimanche à l'aube, l'icône mondiale incontestée du cinéma français Brigitte Bardot s'est éteinte à l'âge de 91 ans dans sa demeure de la Madrague aux côtés de son époux Bernard Dormal. L'annonce de son décès a été faite par sa fondation éponyme dédiée aux animaux. L'indomptable Brigitte Bardot avait su secouer les politiques successifs pour les sensibiliser à la cause des animaux qu'elle aimait tant. En 1985, elle refusa la Légion d'honneur offerte par François Mitterrand. Brigitte Bardot a fait l'objet de critiques dans les médias pour son franc-parler quant à l'immigration notamment et l'une de ses conséquences incarnée par la normalisation de l'abattage rituel. En 2019, Brigitte Bardot s'était rendue à la rencontre aussi des Gilets jaunes pour leur témoigner son soutien sur un barrage de Fréjus dans le Var. Ne lâchez rien. Non. Bravo. Je vous soutiens. Merci. À fond. Merci. À fond. Bébé avait rapidement mis un terme à sa carrière de chanteuse et d'actrice en 1973 pour se consacrer uniquement à ses engagements et particulièrement à la défense des animaux en se faisant mécène mais aussi porte-voix. En 20 ans de carrière, elle avait d'ores et déjà marqué à jamais le cinéma français, notamment avec les films Et Dieu, créé à la femme de Roger Vadim en 1956, En cas de malheur de Claude Autant-Lara en 1958 ou encore Le mépris de Jean-Luc Godard en 1963. Brigitte Bardot reposera sur ses terres de la Madrague aux côtés de ceux qu'elle aimait. Le torchon brûle entre les forces de l'ordre et les agriculteurs. Alors que certains paysans espéraient voir la police ou la gendarmerie soutenir leur mouvement, les images de samedi à Auch, dans le Gers, ont douché leurs espoirs. En effet, pendant une opération des agriculteurs, toujours vent debout contre les mesures prises par le gouvernement contre la dermatose nodulaire contagieuse, des policiers ont mis en joue un paysan au volant de son tracteur avant de l'interpeller et de le placer en garde à vue pour mise en danger de la vie d'autrui. Le préfet assure qu'aucune violence n'a été commise, mais la coordination rurale a décidé de saisir l'IGPN, la police des polices, estimant qu'une nouvelle ligne avait été franchie et que l'irréparable avait déjà été commis. Les versions ne concordent évidemment pas. Selon les agriculteurs, le tracteur ne se déplaçait pas, tandis que les policiers estiment que le paysan voulait foncer sur des collègues. Pas sûr que le fin mot de l'histoire soit connu à la fin de l'enquête. L'insoumis Delogu assume le racialisme. À quelques mois des élections municipales, le député de la France insoumise des Bouches-du-Rhône s'est déplacé en région parisienne en vue de l'élection du maire de Saint-Denis et Pierrefitte-sur-Seine en Seine-Saint-Denis pour dérouler un programme assez primitif. Saint-Denis et Pierrefitte ont été des terres où beaucoup d'immigrés et de racisés sont passés. Et vous avez aujourd'hui une opportunité en or pour que je me déplace de Marseille, c'est quand même que c'est extrêmement important pour moi. N'applaudissez pas, n'applaudissez pas. Vous avez une opportunité en or qu'enfin un racisé dirige ces deux villes et fasse en sorte que le réel peuple de France reprenne le pouvoir. Concrètement, Sébastien Delogu appelle à un vote mu par la couleur de peau, un argument qui passerait nettement moins bien si un élu en appelait de même pour un vote en faveur des candidats non racisés, comme ils disent, c'est-à-dire les Blancs.
L'URSSAF, véritable panier percé. La fuite de données chez Page Emploi, gérée par l'URSSAF, s'avère bien plus grave que ce qui avait été annoncé en novembre dernier. Les pirates ont mis en vente un fichier contenant près de 700 000 lignes de données personnelles, principalement concernant des assistants maternels et gardes d'enfants à domicile. Les extraits révèlent des connexions jusqu'au 8 octobre 2025, incluant des IBAN et des BIC partiels, des adresses e-mail, des numéros de téléphone masqués, ainsi que des numéros de sécurité sociale et des dates d'agrément professionnel. Contrairement au communiqué officiel affirmant la sécurité des coordonnées bancaires et de contact, ces informations particulièrement sensibles seraient donc bel et bien compromises. Pour se protéger, les victimes doivent surveiller quotidiennement leur compte bancaire et opposer tout prélèvement suspect. Il est par ailleurs utile de se méfier des appels prétendument de Page Emploi, la CAF ou de prétendues banques et ne jamais divulguer de code par SMS ou téléphone. Et à présent, l'actualité internationale. La Chine a lancé ce lundi des exercices militaires majeurs autour de Taïwan baptisés Mission Justice 2025. Ils impliquent des destroyers, des frégates, des chasseurs, des bombardiers et des drones avec des tirs à munitions réelles sur des cibles maritimes au nord et sud-ouest de l'île. Pékin, qui considère Taïwan comme partie de son territoire, vise des patrouilles mer, blocus de ports et dissuasion multidimensionnelle. Ces manœuvres font suite à des tensions avec le Japon, dont le Premier ministre a évoqué un soutien potentiel à Taipei en cas de conflit, mais aussi aux ventes d'armes américaines records avec 11 milliards 100 millions de dollars mi-décembre. La Chine avertit ses concurrents internationaux d'éviter d'armer Taïwan au risque d'une situation périlleuse. Taïwan condamne ce qu'elle nomme une intimidation militaire, déployant des forces appropriées, un centre de réponse et des navires garde-côtes. Israël a officiellement reconnu ce lundi le Somaliland comme un État indépendant et souverain, une première pour cette république autoproclamée qui a fait sécession de la Somalie en 1991. Située stratégiquement sur le golfe d'Aden, le Somaliland dispose de sa propre monnaie, passeport et armée, mais reste isolé diplomatiquement. L'Union européenne a réagi en appelant au respect de l'unité, la souveraineté et l'intégrité territoriale de la Somalie, conformément à sa constitution et aux chartes de l'Union africaine et de l'ONU, essentielles pour la paix dans la Corne de l'Afrique. La Somalie dénonce une attaque délibérée contre sa souveraineté, tandis que l'Égypte, la Turquie, le Conseil de coopération du Golfe et l'Organisation de la coopération islamique condamnent cette reconnaissance, soulignant les risques pour la stabilité régionale. L'Iran sur orbite. Dimanche, la nation perse a lancé 3 satellites depuis le cosmodrome de Vostochny dans l'extrême-orient russe. Zafar 2 Paya et Kovsar 1,5 ont décollé à bord de la fusée Soyouz, avant d'être ensuite propulsés en orbite à 500 km de la surface de la Terre pour une durée de vie estimée à 3 ou 5 ans. Selon Téhéran, il s'agit de 3 engins d'observation à usage civil, mais les Occidentaux, Israël en tête, redoutent que ces 3 satellites servent à guider des missiles balistiques. Un sujet à l'honneur des discussions entre Donald Trump et Benjamin Netanyahou pour leur rencontre de ce lundi en Floride, où ils évoqueront également la si fragile trêve à Gaza. Et voilà, c'est déjà la fin de cette édition. Dès à présent, retrouvez un zoom du jour avec le sociologue Michel Fils qui passe le président Macron au fil de la psychanalyse dans son ouvrage « Le roi Brunzing ». Le fait d'abord, pour un jeune homme, d'entretenir une relation avec une personne adulte, de surcroît son professeur, bon, c'est a priori une anormalité sociale. Ça s'appelle un détournement de mineur. Je rappelle que, oui, Gabrielle Russier a eu moins de chance en 1968, quand étant tombée amoureuse d'un élève de terminale, elle a mis fin à ses jours, voilà, condamnée, et elle a mis fin à ses jours. Voilà. Donc, de toute façon, là, il y a quelque chose qui, en soi, déjà, est une anomalie. Alors après, il y a le jeu des deux protagonistes, hein, qui joue quoi? Quel rôle joue l'un ou l'autre? Alors, il y a quelque chose que je développe aussi dans le livre, c'est la question du masculin et du féminin. Hein. Vous avez un individu, Emmanuel, dont la masculinité peut-être poser problème. Demain mardi, à partir de 7h, découvrez un nouveau Zoom avec Franck Martini. Il dénonce la soumission des démocraties libérales à la haute finance. C'est à présent la fin de cette édition. Merci à tous de votre fidélité. On se retrouve demain, même lieu, même heure. En attendant, portez-vous bien. Bonsoir.